Bienvenue dans le podcast Congo Lobby Lelo, un podcast consacré aux enjeux et défis congolais et africains contemporains. Nous vous proposons des conversations ambitieuses intellectuellement, responsables politiquement et pertinentes socialement, pour réinventer notre avenir. Ingeta. L'étrange guerre. Les fondements, les objectifs, les acteurs, les modes opératoires. L'étrange guerre est une série de conversations autour de la guerre au Congo-Kinshasa avec l'abbé et analyste politique Jean-Pierre Mbelou. Lors du congrès des écrivains et artistes africains en 1956, Aimé Césaire rappelait que la voie la plus courte vers l'avenir est toujours celle qui passe par l'approfondissement du passé. Donc, afin de mieux comprendre, avant de nous projeter dans l'avenir, dans le demain du Congo, dans le futur du Congo, j'aimerais qu'on puisse analyser justement la crise que vous appelez multidimensionnelle, que connaît le Congo-Kinshasa aujourd'hui. Et donc, si on revient là-dessus, parce que la semaine dernière, vous avez dit que quand vous étudiez l'histoire, vous essayez d'aller le plus loin possible en arrière pour comprendre. Est-ce qu'on peut revenir à la source du mal congolais, comme le professeur Fouelé l'appelle ça, le mal congolais? D'où vient le mal congolais? Quand est-ce qu'il a commencé? Vous remontez jusqu'à Diego Cao au XVe siècle. Oui, il faut aller plus loin, le plus loin possible dans l'histoire. Et quand vous lisez un petit livre comme celui-ci, le petit livre publié par André Vlecek et Chomsky, L'Occident terroriste, eux remontent jusqu'en 1492 pour montrer comment, à partir de cette année-là, l'Occident s'organise pour pouvoir détruire les autres peuples, les occuper. Les occuper pas tout simplement matériellement, mais aussi les occuper mentalement, parce que l'Occident cherche à pouvoir imposer son hégémonie culturelle. Rappelez-vous ce que nous avons dit la fois passée. Quand vous avez la tête et le cœur des gens, le reste va suivre. Donc, je suis très très lié à ce petit livre de Chomsky et d'André Vlecek, L'Occident terroriste, d'Hiroshima à la guerre des drones, c'est le sous-titre. Pourquoi? Parce que il mène cette démarche-là. Aller le plus loin possible dans l'histoire pour voir comment l'expansion occidentale a procédé à l'extermination d'un peuple pour pouvoir occuper leur territoire. Déjà, en exterminant les Indiens, il a cherché à pouvoir occuper leur territoire, et petit à petit, il s'est servi des autres peuples pour pouvoir faire sa richesse. Et là, il y a aussi un autre petit livre de Michel Collomb, intitulé Bush, le cyclone, et Michel Collomb pose cette question-ci. Pourquoi le Sud est-il si pauvre et le Nord si riche? Et il répond, nous arrivons ici au grand tabou des médias des pays riches. Tout doit être fait pour cacher d'où vient leur richesse. Pourquoi? Parce que, comme le disait le grand écrivain français Balzac, derrière chaque fortune se cache un crime. Si l'Europe et l'Espagne ont commencé à devenir riches au XVIIe siècle, c'est parce qu'elles ont volé l'or et l'argent de l'Amérique latine, en massacrant les Indiens et sans rien payer. Si la France, l'Angleterre et les États-Unis sont devenus si riches, c'est grâce à l'esclavage. C'est en volant des êtres humains à l'Afrique sans rien payer.
Si les mêmes, et la Belgique et la Hollande, sont devenus si riches à partir du 19e siècle, c'est en volant les matières premières de l'Afrique et de l'Asie sans rien payer. Vous voyez, là, nous sommes déjà en plein dans le mode opératoire de ces pays, de l'Occident, riche, et c'est un occidental qui écrit. Et il continue. Depuis 5 siècles, nos grandes sociétés occidentales ont pillé les richesses du tiers-monde sans les payer. On pourrait faire un tableau de chaque pays et montrer l'origine honteuse de chacune de ces grandes fortunes. On pourrait faire l'histoire de chaque pays pauvre et montrer qui a pillé et comment. Bref, nous, ou plutôt certains d'entre nous, nous sommes des voleurs et c'est pour ça que nous sommes riches. Voilà ce qu'on ne peut absolument pas dire dans les médias. Balzac avait raison. Vous voyez, Michel Colomb, lui, remonte 5 siècles avant le début du 21e siècle pour montrer, pour dire comment l'Occident a réussi à pouvoir s'enrichir. Mais, il y a un mais. Nous ne devons pas simplement remonter dans l'histoire pour n'accuser que l'Occident. Il y a eu des complicités internes. N'eût été certaines complicités internes à l'Afrique avec ce qu'on appelle les élites compradores, n'eût été ces complicités internes, l'achat des esclaves, le dépouillement du Sud de ses richesses n'aurait pas été aussi facile qu'il l'a été. Donc il y a une articulation à faire entre cette expansion occidentale et la corruption des élites du Sud. Donc il faut remonter le plus possible et Michel Colomb a l'avantage de pouvoir résumer le travail fait pendant ces 5 siècles. Ce petit livre est magnifique à lire, c'est quelques 80 pages, on peut les lire très aisément. Donc à la base du mal congolais, il y a un vol. Oui, il y a un vol. Le vol qui n'est pas tout simplement matériel, mais qui est aussi culturel. Non, parce que du point de vue éducationnel, on n'a pas eu des Congolais pendant très longtemps formés à pouvoir se rendre à l'évidence de ces vols et apprendre leur destin culturel. Donc il y a là un appauvrissement matériel. Quand nous parlons de la pauvreté telle qu'elle est en train de s'épanouir dans nos pays aujourd'hui, nous parlons de la pauvreté anthropologique. Donc l'appauvrissement matériel accompagné de l'hégémonie culturelle qui a appris aux Africains à pouvoir dire que leurs ancêtres étaient gaulois, cet accompagnement de l'appauvrissement matériel par l'appauvrissement culturel, par l'appauvrissement culturel généré par l'hégémonie culturelle occidentale, a contribué au décervelage de plusieurs d'entre nous, a contribué à rompre le pont entre les Africains, les Congolais aussi en particulier, leur culture. Donc, il y a comme un travail de la refondation de l'homme congolais et de l'homme africain qui doit être abattu si nous voulons refonder nos pays. Voilà pourquoi ce retour à l'histoire est très important. Il y a le professeur Bemba Bong dans son livre « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe », il expliquait qu'au 19e siècle, l'Afrique était déjà détruite. Elle a eu 400 ans de destruction. Et quand la deuxième étape de l'esclavage s'est transformée en colonie, les cultures africaines telles qu'on les connaissait avant l'invasion européenne avaient complètement disparu. Est-ce que ça a influé sur la manière dont les Européens sont venus ensuite coloniser le continent et le Congo principalement?
Oui, ça a influencé, parce que quand vous perdez vos cultures, vos traditions, vous êtes aliéné. Donc, vous devenez comme une table rase sur laquelle ceux qui veulent, les négriers, les colons qui veulent faire de vous ce qu'ils veulent, viennent écrire. Parce que l'homme, c'est aussi son enracinement le plus loin possible dans sa culture, dans ses traditions. Alors, quand tout cela est balayé, vous devenez, comme le disait le professeur Bimoueni, je le dis en Chiluba et je trouverai un mot pour le dire en français. Vous devenez tuntutusuna, tuntutupongola. C'est de l'ensorcellement, de l'envoûtement. Donc, on vous envoûte, vous n'avez plus de consistance en vous. Vous perdez même jusqu'à la fierté d'être vous-même. Et on y faisait déjà allusion la fois passée. C'est ça que Aminata Traoré appelle le viol de l'imaginaire. Donc, le viol de l'imaginaire s'est fait pendant au moins 5 siècles. L'imaginaire africain a été violé au point que, souvent, quand nous, Africains congolais, parlons, ce n'est pas nous qui parlons. On parle à nous. L'Occident parle à nous. Parce que nous avons perdu jusqu'à la consistance d'être nous-mêmes. Et c'est, comme je venais de le dire, il faut refonder les choses, remettre les choses à l'endroit. Même si c'est difficile, même si il y a certains métissages à pouvoir réaliser, mais nous avons été sérieusement détruits. La force des pays, de certains pays latino-américains, par exemple, comme la Bolivie, c'est que leur tradition, bien qu'ayant été confrontée au même travail de sape, ont été racontées autour du feu pendant très longtemps. Donc, nous semblons avoir beaucoup plus opté pour l'écriture et nous avons rompu avec la tradition de la transmission orale. En rompant avec la tradition de la transmission orale, surtout pour les Africains qui vivent dans les villes et qui sont allés à l'école de l'homme blanc, nous avons perdu quelque chose de substantiel parce que la traite négrière et la colonisation, comme paradigme d'indignité, n'ont pas été comptés verbalement à nos enfants. Or, dans la plupart de nos villages congolais et africains, l'accès aux livres est difficile. L'école qui pouvait permettre cet accès aux livres ne l'a pas fait. Allez vous promener dans les écoles et les universités, dans la plupart des universités congolaises, le livre a disparu. Donc, nous avons perdu et le livre, nous n'avons pas beaucoup d'archives au Congo. Les chercheurs congolais, maintenant, par exemple, il y en a qui vont aux États-Unis pour faire des recherches sur Kimbangu et les autres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'archives. Donc, on nous a meurtris, on nous a tués, même en nous coupant de nos archives. Donc, il n'y a pas de transmission orale, il n'y a pas d'archives. Donc, nous sommes fondamentalement aliénés. Et avec les guerres récurrentes entretenues dans certaines parties de l'Afrique, surtout au Congo, nos villages se vident. Tout le monde va s'entasser en ville. Or, c'est autour du feu que certaines traditions pouvaient se transmettre. Donc, nous sommes en perte de vitesse. Je sais qu'il y a par-ci par-là des compatriotes qui essaient de déployer beaucoup d'efforts pour que ces traditions ne puissent pas être perdues. Mais nous transmettons beaucoup plus nos adages, nos proverbes, que le contenu des paradigmes de notre indignité qu'ont été la traite négrière et la colonisation. Rappelez-vous que la fois passée, nous disions déjà que certains de nos parents, regrettaient la colonisation en disant « Mais cette indépendance, quand va-t-elle prendre fin ?» Comme si être colonisé
parce qu'on pouvait avoir 2 francs et manger, était mieux que de souffrir pour pouvoir s'émanciper de la mainmise de l'ultralibéralisme aujourd'hui. Donc, vous voyez ce qu'on a mis dans la tête de nos parents, c'est que l'homme, c'est d'abord manger. Donc, si on a 2 euros et 2 francs et qu'on peut s'acheter à manger, c'est mieux que de lutter, de recourir à ces énergies morales et spirituelles pour lutter sur le temps et être indépendant et souverain. Alors, dans le livre L'économie politique de la prédation au Congo-Kinshasa, l'auteur Mbaya Kakwenda écrit que dès son origine, le Congo était une association internationale. Toute la diplomatie de Léopold II consistait à faire accepter l'Association internationale du Congo, devenue plus tard État indépendant du Congo, comme territoire indépendant, dans le sens où il n'appartenait à personne l'exclusivité et donc ouvert à toutes les puissances extérieures pour le commerce. C'est peut-être une question naïve, mais comment Léopold II est-il devenu propriétaire du Congo et à qui l'a acheté? Parce qu'on nous a toujours appris que Léopold II était propriétaire du Congo. Mais il est devenu propriétaire comment? Il l'a acheté à qui? C'est issu du partage de la conférence de Berlin. Donc cet espace qui avait été envié par certaines puissances du moment a été confié à Léopold II, mais avec comme condition ce que le professeur Mbaya Kakwenda écrit. Lui n'a été qu'un gérant d'un espace où tout le monde pouvait venir puiser. Voilà. Parce qu'en fait, quand on comprend, on nous avait appris que c'était un État indépendant du Congo. Donc c'était pas un État que les Congolais contrôlaient. Donc il fallait comprendre État indépendant, ça veut dire appartenant à personne. Et donc tout le monde y a accès. Et donc est-ce que ça veut dire que pour les agresseurs du Congo, le Congo n'est pas un État, mais un marché, une réserve de matières premières? Et est-ce que ça, c'est pas aussi une des causes de la façon dont est traité le Congo aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas l'impression que, quand on lit ce que dit le professeur là, que contrairement aux autres colonies de peuplement ou des mêmes colonies d'exploitation où il y avait des peuples où on s'installait, au Congo il était juste question de commerce et de richesse. Oui, vous faites une bonne relecture, c'est-à-dire ceci. Il y a le petit livre de Marie-France Cros, Géopolitique de la République démocratique du Congo. C'est un livre qu'elle a coécrit avec son compagnon. Et dans ce petit livre-là, Marie-France Cros dit: le Congo actuel est une création de l'Occident. Donc, à partir des partages de 1885, Léopold II n'a été que gouverneur. Un gouverneur qui avait sa part et une part importante. Mais ça a été un espace réservé aux grands du moment. Quand vous lisez le petit livre là d'Éric Toussaint, procès d'un homme exemplaire, où il est question du procès de Jacques de Grotte, il montre comment la gestion et le fait que Jacques de Grotte ait été secrétaire exécutif du Fonds monétaire international de la Banque mondiale a permis à ces puissances-là d'avoir le Congo comme partenaire. C'est-à-dire quoi? Quand le Congo, géré par Mobutu, devait acheter par exemple du matériel pour construire le barrage d'Inga, pour construire tel ou tel autre monument chez nous, il devait absolument recourir aux puissances qui avaient partagé le Congo, qui en avaient fait leur propriété, quoi. Donc, depuis la conférence de Berlin jusqu'à ce jour, les Congolais n'ont pas encore réussi à récupérer le Congo pour qu'il devienne réellement
leur pays est un pays souverain. Nous avons failli faire cela en 1960 avec les élections gagnées par Lumumba et ses amis. Mais tout de suite après, Lumumba a été tué et les puissances qui s'étaient partagées, qui avaient fait du Congo leur propriété privée à la conférence de Berlin, sont revenus pour gérer le Zaïre et le Congo et le Zaïre, pour le gérer avec leur gouverneur. C'est un système permanent que l'on comprend mieux en écoutant, par exemple, l'un des grands géopoliticiens américains, George Friedman. George Friedman a fait une vidéo très remarquable que nous mettrons à la disposition de nos compatriotes qui voudraient comprendre. Dans cette vidéo-là, George Friedman dit ceci: quand vous voulez devenir un empire, vous devez vous rendre à l'évidence que vous ne pouvez pas être partout à la fois. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez avec vos gouverneurs. Donc vous avez des gouverneurs avec lesquels vous travaillez et tout en vous comportant comme un empire. Et c'est cela qui s'est réalisé et qui se réalise encore jusqu'à ce jour. Donc, les forces du moment, qui sont des forces néocoloniales, gèrent le Congo à travers leurs gouverneurs interposés. Ces gouverneurs peuvent s'appeler Mobutu, Kabila, ou demain, si nous ne réussissons pas à pouvoir résoudre la question de la direction, ils pourront prendre un autre nom. Mais jusque-là, ce sont des gouverneurs de ces grandes puissances qui dirigent, qui gèrent le Congo à leur profit. Est-ce que vous pouvez revenir sur les deux grands concepts que vous utilisez souvent pour traiter l'actualité, les enjeux congolais, le grand domaine et l'état profond, dans un premier temps, et ensuite expliquer pourquoi il est important de maîtriser ces deux concepts-là pour comprendre la guerre qui nous est menée. Voilà. Et ces deux concepts sont très importants. Pourquoi? À l'actif de ceux qui dominent le monde, il faut reconnaître leur capacité d'étudier et de créer des idées, de fabriquer les idées. Ils ne font rien au hasard. Ils travaillent, ils ont de think tanks au sein desquels un travail intellectuel est d'abord fait avant que ce travail intellectuel puisse être expérimenté sur terrain. Déjà en 1948, un certain George Kennan a créé un groupe d'études. Le groupe d'études était dénommé Guerre et Paix, et le groupe d'études était lié à ce qu'on appelle le grand think tank américain, le Conseil des relations extérieures. Donc le think tank Guerre et Paix est lié au CFR, Conseil des relations extérieures, et au département d'État américain. Pourquoi est-ce que ça a été créé? Écoutez, c'est que George Kennan dit, c'est que ce think tank dit, avance comme raison. Écoutez très bien. Nous avons à peu près 60% de la richesse du monde, mais seulement 6,3% de sa population. Dans cette situation, nous ne pouvons éviter d'être un objet d'envie et de ressentiment. Notre véritable tâche, dans la période qui vient, est d'imaginer un système de relations qui nous assure de maintenir cette disparité. Ne nous berçons pas d'illusions que nous pouvons nous permettre le luxe d'être altruistes et bienfaiteurs de l'humanité. Nous devons cesser de parler d'objectifs aussi vagues et irréels que sont les droits de l'homme, l'élévation du niveau de vie et la démocratisation. Le jour n'est pas loin
où nous aurons à agir selon les concepts de pure puissance. Moins nous serons gênés par des slogans idéalistes, mieux cela vaudra. Donc déjà en 48, sachez que c'est vers ces années-là que nous avons la charte des droits de l'homme. C'est vers ces années-là que est créé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et quelle est la décision qui est prise ici? L'expansion de l'Empire va se faire sans tenir compte des objectifs aussi irréels et idéalistes qu'on appelle droits de l'homme, démocratie et élévation du niveau de vie. Voilà pourquoi le concept du grand domaine est important. Donc, l'expansion de l'Empire, c'est une extension de son domaine. Et cela a été conceptualisé. L'un des concepteurs, c'est l'ambassadeur George Kennan, et qui avait présenté cette théorie au Pentagone en 1948. Quand vous lisez Noam Chomsky dans ce livre-là intitulé Futur proche, il revient sur George Kennan. Donc George Kennan fait partie des concepteurs de l'expansion impérialiste, de l'hégémonie américaine. Donc ils ne partent pas de rien pour dire... Alors quand eux ont échafaudé des théories, ils travaillent sur ces théories-là pendant longtemps. Ils n'échafaudent pas des théories pour les expérimenter pendant 3-4 ans, non. Ce sont des socles sur lesquels ils partent pour pouvoir conquérir le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, l'une des questions que pose le monde, c'est que les États-Unis ont du mal à pouvoir accepter un monde multipolaire. Pourquoi? Parce que ils continuent à se considérer comme un empire. Et quand vous écoutez George Friedman, il dit la même chose. Il dit, il faut choisir entre être un empire et autre chose. Or, si vous voulez devenir un empire, vous devez pouvoir travailler comme un empire. Donc, mais c'est conçu depuis 1948. Alors, quand nous estimons que ces messieurs qui ont conçu la théorie du grand domaine peuvent venir chez nous travailler pour nous apporter la démocratie et les droits de l'homme, nous sommes à côté de la plaque. Et ils sont tellement intelligents et rusés qu'ils utilisent le respect des droits de l'homme comme piège pour pouvoir s'ingérer dans les affaires étrangères des pays qui doivent participer de l'extension du grand domaine. Donc, c'est ainsi que, quand vers les années 60, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même leur population qui essayait d'envahir, de s'immiscer dans la chose politique, au point de pouvoir réclamer plus de démocratie et plus de respect des droits de l'homme, ils ont fait quoi? Ils ont fait une étude avec un autre think tank, la trilatérale. Ils ont créé, ils ont fait une étude, une pause. Donc, il y a eu une étude qui a été faite par la trilatérale, et une étude intitulée La crise de la démocratie. Donc, et soyons sensibles au fur et à mesure que nous allons avancer, nous devons pouvoir être sensibles à l'inversion sémantique. C'est-à-dire, ce qu'on croit être le contenu des mots, la signification des mots ou d'un titre, ce n'est pas toujours ça. Quand la trilatérale va faire son étude sur la crise de la démocratie, c'est pour chercher comment trouver des mécanismes qui interrompent cette irruption des citoyens sur la scène politique.
Et Chomsky en parle dans ce petit livre 2 heures de lucidité, pour montrer que, contrairement à ce que nous croyons, ces pays qui ont pris la décision de ne pas pouvoir soutenir des idées, les idées liées à la démocratie et aux droits de l'homme, sont restés constants. Et nous croyons bêtement qu'ils peuvent travailler à l'avènement de la démocratie. Donc, ce travail, commandé par David Rockefeller, la crise de la démocratie, reprenant les actes d'une conférence de la trilatérale. Le rapporteur français était Michel Grosier, l'américain Samuel Huntington et le japonais Joji Utanuki. Selon eux, il y avait crise de la démocratie parce que dans les années 60, les citoyens des pays représentés dans la trilatérale avaient tenté d'entrer dans l'arène politique. Pour surmonter la crise, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour surmonter la crise, ils ont appelé à une plus grande modération de la démocratie. La vraie démocratie ne pouvait revenir qu'à condition que les citoyens redeviennent passifs et apathiques. Ils étaient particulièrement inquiets de l'échec des institutions chargées de l'endoctrinement des jeunes, que sont l'école, l'université et les églises. L'école, l'université et les églises ne faisaient pas leur travail et ne leur inculquaient pas la passivité. Vous voyez le lien? Vous voyez le lien entre ce qui a été conçu en 1948, ce qui a failli se faire vers les années 60 et les décisions qui sont prises. Il y a au départ un think tank qui travaille et vers les années 60, la trilatérale est aussi liée au CFR. Donc ce sont des think tanks et ces think tanks travaillent avec la trilatérale, c'est le Japon, les États-Unis et l'Europe. Donc, il fallait inculquer la passivité aux citoyens dans ces 3 grands États et continents impliqués dans la trilatérale. Et quels étaient les moyens? L'école, l'université et les églises. Mais ce qui est admirable, c'est que eux conçoivent les idées et ils trouvent les instruments par lesquels ils doivent passer pour pouvoir imposer ces idées-là. Donc il y a un autre livre que j'aurais pu évoquer mais qui est sorti maintenant, c'est La pensée enchaînée. Donc l'école, la pensée enchaînée de Suzanne George. L'école, l'université et les églises sont conçus aussi comme des lieux où la pensée peut être enchaînée de manière à servir les objectifs de l'expansion occidentale, les objectifs de l'impérialisme américain. Donc, quand vous lisez ce livre-là de Suzanne George, La pensée enchaînée, vous vous rendez compte, nous avons cité par exemple, parmi les penseurs de la trilatérale, nous avons cité Samuel Huntington. Voilà, mais n'oubliez pas que c'est lui qui va concevoir la théorie du choc des civilisations. Donc ce sont des intellectuels, des élites du système. Ils conçoivent. Et c'est cela qui nous manque horriblement. Nous n'avons pas de concepteurs d'idées. Nous n'évaluons pas nos idées quand nous n'avons pas des lieux d'évaluation des idées ni de conception. Donc, nous travaillons beaucoup plus sur les idées des autres que sur nos propres idées. Donc, il y a un travail à faire. Ce n'est pas simplement les imiter, mais prendre conscience qu'aujourd'hui, tout se conçoit à partir
des lieux bien déterminés, et ces lieux-là ont de l'influence sur les écoles, sur les églises et sur les universités. Et ces lieux-là deviennent, comme l'écrivent Noam Chomsky et Edouard Herman, des lieux de la fabrication du consentement. Et c'est important à savoir. Donc vous voyez comment on peut partir de la théorie du grand domaine, qui est très bien développée dans ce livre de Daniel Mitterrand, le livre de ma mémoire, pour faire l'historique de l'expansion de ce grand domaine et de ce que ces concepteurs ont cru être le danger qui pourrait stopper l'expansion. Donc le danger viendrait des citoyens. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre les citoyens apathiques, donc incapables d'intervenir dans l'arène politique. Les guerres participent aussi, d'une autre façon, à ce désengagement des citoyens. Donc là, c'est le grand domaine. Et notre concept important, c'est celui de l'état profond. Et ce n'est pas mon concept à moi. J'essaie de lire Peter Dalscott depuis tout un temps, dans ces deux livres intitulés La route vers le nouveau désordre mondial, 50 ans d'ambition des États-Unis, et dans le deuxième, La machine de guerre américaine, la politique profonde, la CIA, la drogue, l'Afghanistan. C'est dans ce livre, mais maintenant il vient de publier un autre livre où il ne parle que de l'état profond. Mais l'état profond, c'est quoi? On pourrait simplement dire que c'est une corporatocratie. Donc c'est une jonction entre les services secrets, les multinationales, les banques, les grands think tanks et les services secrets d'autres pays. Ils constituent une sorte de l'état de l'ombre qui travaille à l'expansion du marché capitaliste et du grand domaine. Donc, cet état profond n'est pas à confondre avec les États-Unis ou avec le président des États-Unis. C'est un pouvoir qui agit en profondeur, mais qui souvent n'apparaît pas. Avec toute cette conjonction des banques, des multinationales, des services secrets et américains et d'autres pays, cet état profond n'apparaît pas. Donc, quand par exemple, j'aime le concept de l'état profond, pourquoi? Parce que quand de temps en temps, il y a des élections qui se font aux États-Unis, nous sommes habitués à nous réjouir en disant « Oh, maintenant c'était démocrate, les choses vont changer. » Non. Les choses ne changent pas parce que un président a été élu aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont gérés par l'État profond. L'État profond, lui, travaille de manière constante sur des périodes très longues. Ce n'est pas pour rien que le sous-titre du livre de Peter Dalscott est 50 années d'ambition des États-Unis. Et ce sont des ambitions secrètes. 50 ans d'ambition secrète des États-Unis. Donc maintenant, nous parlons par exemple, ils ont déjà échafaudé des idées qu'ils vont défendre pendant une centaine d'années. D'ailleurs, je crois que c'est celui que nous avons cité ici, George Friedman, qui fait partie des concepteurs de ce que les États-Unis devront être dans 100 ans. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait allusion à cet état profond, à son travail? Parce que nous sommes habitués, nous, à travailler sur 2 ans, même sur une année. Maintenant, par exemple, au Congo, nous sommes tous concentrés sur le dialogue et les élections. Il n'y a pas une conception de nous-mêmes, une projection de nous-mêmes et du Congo sur le temps long. L'importance de l'état profond, même s'il est déstabilisateur du monde, c'est cette capacité de pouvoir avoir, de se projeter
sur le temps long. Il y a par exemple la théorie de la sécurité nationale américaine qui passe d'une génération à une autre parce qu'elle a été conçue par les membres de cet État profond. On a cité Samuel Huntington, mais on peut citer Paul Wolfowitz, on peut citer Brzezinski. Quand est-ce que la sécurité américaine est atteinte? C'est quand un pays, par exemple, possédant les matières premières stratégiques, les livre à un concurrent aux États-Unis. Donc, la théorie de la sécurité nationale signifie les États-Unis cherchent à pouvoir avoir la mainmise sur tous les pays possédant des matières premières stratégiques et à les contrôler. C'est le problème du Congo. Alors, si un concurrent essaye d'avoir accès à ces mêmes matières premières stratégiques, une guerre peut éclater parce que la sécurité nationale a été atteinte. Vous comprenez qu'on puisse exercer la sauvegarde de sa sécurité sociale en dehors de ses frontières. C'est parce qu'ils se conçoivent comme un empire. Donc, vous ne pouvez pas, la Chine ne peut pas avoir des liens avec le Congo parce que la Chine va avoir accès aux matières premières stratégiques qui devraient être réservées aux États-Unis. Ça a été ce prétexte-là qui avait été évoqué pour assassiner Lumumba, parce que Lumumba allait livrer le Congo aux communistes. Oui. Donc, ce qui est un faux prétexte, la véritable raison, c'est de garder la mainmise sur les matières premières stratégiques et d'éviter qu'il y ait des gouvernants capables de nouer d'autres relations géostratégiques. D'ailleurs, quand nous parlerons de Lumumba, on pourra voir comment aussi l'usage de l'inversion sémantique ne permet pas à certains d'entre nous de comprendre ce qu'on a pu appeler communistes. Pourquoi est-ce que certaines personnes étaient désignées communistes? On y reviendra. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur le concept du grand domaine, parce que je pense qu'il est vraiment crucial pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il y a la trilatérale, elle avait pour cible les populations des pays concernés par la trilatérale, ça veut dire l'Europe, les États-Unis et le Japon. Mmh. Mais on se rend compte que en neutralisant leur propre population, ils ont en même temps étouffé toute velléité dans les pays qu'ils agressaient. Alors comment ce mécanisme-là a procédé? Parce que pour l'Europe et les États-Unis, c'est très clair. Aux États-Unis, on a rendu l'université très chère pour empêcher les jeunes d'étudier. En France, on est en train de fissurer le modèle social. Mais comment cette trilatérale-là a travaillé pour les pays concernés, par exemple pour le Congo? Comment ce mécanisme-là de création de l'apathie s'est fait dans les années 70-80? Parce que justement, on en a parlé la semaine dernière, il y a eu un grand tournant dans les années 80 au Congo qui a fait qu'un pays qui était en voie d'émergence, à un moment donné, est retombé. Est-ce que c'est lié? Comment le mécanisme s'est fait? Parce qu'on a l'impression que la trilatérale s'adressait aux Européens, s'adressait aux Américains. Non. Lutter contre la démocratie chez eux, contre l'entrée des populations, des citoyens dans l'arène politique, impliquait qu'ils faisaient le même travail ailleurs. Alors, ils ont travaillé avec certains penseurs pour pouvoir propager leurs idées. C'est ainsi que dans les pays qu'ils enviaient, dans les pays qu'ils estimaient pouvoir rentrer dans le grand domaine, ils ont combattu ceux qu'ils dénommaient communistes. Donc, ils devaient lutter contre les communistes pour que les pays où ces communistes pouvaient avoir accès aux affaires ne puissent pas émerger. Alors, qu'est-ce qu'ils entendaient par communiste? Il y a une très très belle référence chez
Chomsky, dans ce livre intitulé Futur proche, liberté, indépendance et impérialisme au XXIe siècle, il montre que tous ceux qui avaient des idées progressistes, qui pouvaient aller à l'encontre du capitalisme sauvage, étaient considérés comme étant des communistes. Donc, il suffisait qu'on prenne parti pour une pensée progressiste, pour être assimilé aux communistes, être combattu. C'est ainsi que les gens comme les Lumumba ont pu être combattus, comme les Nkrumah, les Sékou Touré et les autres. Donc, c'était une lutte menée sous le prétexte de combattre le communisme. Or, quand vous écoutez George Friedman, longtemps après la chute de l'URSS, il vous dit que eux ont lutté parce qu'ils ne voulaient pas que l'URSS et l'Allemagne se mettent ensemble. Mais ils nous ont vendu l'idée selon laquelle ils luttaient contre le communisme. Mais leur objectif majeur était que l'URSS et l'Allemagne ne puissent pas se mettre ensemble. Mais il y a eu aussi une école où l'on fabriquait les jeunes qui devaient aller déstabiliser leur pays. Et c'est l'école qui avait été tenue par Milton Friedman à Chicago. On l'a appelé ces jeunes-là les Chicago Boys. Et vous trouvez dans ce livre de Naomi Klein, La stratégie du choc, la montée du du capitalisme du désastre, une description du mode opératoire des Chicago Boys. Ainsi que quand les pays latino-américains ont compris la chose, beaucoup de ces pays-là n'ont plus envoyé leurs enfants étudier à Chicago. Et n'oubliez pas que Milton Friedman est un disciple du concepteur de la théorie, de l'un des concepteurs de la théorie libérale, von Hayek, donc de l'école de Vienne, et de l'école de Chicago, et des idées propagées par Friedman. On a eu deux autres disciples qu'on a appelés, qui ont été l'un président des États-Unis, Reagan, et l'autre premier ministre Margaret Thatcher. Donc ce sont eux qui ont continué le travail de la propagation des idées de l'école libérale de George Friedman et de von Hayek, et en créant le consensus de Washington. Vous voyez comment le travail se fait sur le temps long. Von Hayek a des disciples, il y a le grand domaine, il y a les disciples de von Hayek qui créent une école où ils fabriquent des déstabilisateurs des pays du Sud, et vous avez en la personne de Reagan et Margaret Thatcher deux représentants de cette école, mais qui gèrent deux pays qui sont très puissants. Et deux pays d'où souvent part la déstabilisation des autres. N'oubliez pas que, par exemple, pour le Congo, ce sont les anglo-saxons qui ont fomenté la guerre après la chute du mur de Berlin. Mais c'est dans la continuité de cette guerre qui date déjà de la tête négrière de la colonisation. Vous avez parlé du consensus de Washington. Qu'est-ce que c'est ce consensus? En quoi ça nous concerne? C'est un ensemble, pour résumer, c'est un ensemble d'idées néolibérales sur lesquelles, à partir des années 90, les idées qui ont constitué la matrice organisationnelle des sociétés néolibérales, dont les idées, les trois idées de la déréglementation, de la libéralisation et de la privatisation, donc qui constituent la matrice organisationnelle des États néolibéraux et même ultralibéraux, parce que à partir de ces idées, une autre idée est née, c'est la gouvernance. La gouvernance que l'on confond avec le gouvernement. La gouvernance, c'est la gestion du monde par le marché.
par, par la main dite Visible. invisible, qui n'existe pas parce qu'elle est visible à travers les petites mains du néolibéralisme. D'accord. Tous ces concepts qui sont créés, qui sont ensuite diffusés et qui sont ensuite développés sur le continent, principalement le Congo. Donc en fait, ce sont un peu les fondements d'une préparation d'une guerre de prédation. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? On prépare Ces idées, psychologiquement. non, ces idées nourrissent, parce que ces idées nourrissent la guerre de prédation. C'est-à-dire, quand vous adhérez à ces idées-là, consciemment ou inconsciemment, vous participez de cette guerre de prédation. Parce que la matrice organisationnelle, c'est trois idées-là, mais aussi la concurrence et la compétitivité, qui font partie des éléments fondamentaux de la guerre de tous contre tous. Mais quand on a été à ces écoles et qu'on a ingurgité ces idées-là, on est loin de pouvoir en mesurer l'impact dans la vie concrète. Quand vous organisez une société sur la compétitivité, la concurrence, vous essayez d'y insérer la déréglementation, la privatisation et la libéralisation, vous optez pour la loi du plus fort. C'est ainsi que les entreprises multinationales les plus fortes et transnationales les plus fortes, avec l'aide des armées de leur pays ou des élites compradores, sont en train de détricoter les États et de s'emparer de leurs matières premières, quoi. Et de tuer leur population, les appauvrir, ainsi de suite. Le podcast Congo Lobby Lelo est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche sur le Congo-Kinshasa CEREC et la plateforme d'information ingeta.com. Retrouvez toutes nos publications sur congolobbylelo.com. À bientôt.